Espace d'interpellation démocratique 26e édition, c'était hier 10 décembre. La journée s'est achevée par plusieurs recommandations du jury d'honneur, des recommandations visant notamment à faire face à l'épineuse question du foncier et au dysfonctionnement administratif dans la gestion de certains dossiers. La rédaction vous propose à partir de ce soir une série de grands reportages sur l'approvisionnement du marché et la maîtrise du prix des produits de première nécessité au Mali. Et quels sont les efforts consentis par l'État pour soulager les populations face à la vie chère? Quel est l'engagement de nos opérateurs économiques? Ce soir, gros plan sur l'état des stocks dans nos marchés, à suivre avec Tamsir Diabaté. Dans la chronique Culture et Société, projecteur ce soir sur le Djitoumou. Ce terroir regorge d'énormes potentialités culturelles. C'est aussi un haut lieu de rencontres et d'échanges sur des connaissances africaines. On en saura davantage avec Alpha Maïga. Il y a un an, se tenaient au Mali les assises nationales de la refondation. Elles avaient été sanctionnées par de fortes résolutions. Où en sommes-nous avec leur application? Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, répondra à nos questions. Il est l'invité de ce 20h. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour vous. Je reviens vers vous tout à l'heure. Merci. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'édition 2022 de l'espace d'interpellation démocratique a débouché hier sur plusieurs recommandations. Elles sont notamment relatives aux fonciers. L'on note aussi la régularisation de situations administratives, des problèmes de pension et de paiement de prestations ou encore des contrats de marché public. Le jury d'honneur salue tout de même des progrès enregistrés depuis le début de l'EID. Le point est avec Nouhoum Sissoko. Sur 334 dossiers reçus par le bureau du médiateur de la République au titre de l'édition 2022 de l'EID, 28 dossiers liés aux fonciers, à la régularisation des situations administratives, aux problèmes de pension et de paiement de prestations, contrats de marché public, ont fait l'objet de débats entre interpellateurs et pouvoirs publics. Des instructions ont été données pour satisfaire certains dossiers à court et moyen terme et des éclairages ont été apportés à d'autres qui doivent suivre leur cours. Au terme de cet espace démocratique, le jury d'honneur a formulé des recommandations. Considérant le nombre élevé de cas de non-exécution de décisions de justice d'une édition à une autre et les difficultés rencontrées par les justiciables quant à la jouissance des dites décisions de justice, le jury d'honneur insiste encore une fois de plus auprès des autorités sur la nécessité pour l'administration de prêter son concours à l'exécution des dites décisions. Concernant l'administration et la gouvernance, le jury d'honneur invite le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population à mettre en place une commission d'indemnisation au niveau local et régional pour recenser les victimes et dresser les procès-verbaux des accords d'indemnisation et de les soumettre à la juridiction compétente pour homologation. Le jury d'honneur recommande au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation de faire payer le salaire des fonctionnaires des collectivités territoriales à l'instar des fonctionnaires d'État. Par ailleurs, le jury d'honneur félicite le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, de l'engagement ferme pris et la gestion courageuse du dossier numéro 107 de l'interpellation de Mme Diarra Kerena Sidibé. L'EID est une initiative unique au monde et mérite d'être maintenue et soutenue, comme l'ont attesté plus d'un. Rappelons que l'EID n'est pas une juridiction, encore moins une tribune politique. Elle est un espace d'expression démocratique instituant un dialogue entre l'administration et ses administrés. Il est un exercice de pédagogie démocratique au cours duquel le citoyen s'approprie ses libertés et droits civiques pour interpeller le gouvernement sur les cas précis concernant la bonne gouvernance.
Pour le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation représentant le Premier ministre, l'EID vise à consolider une culture démocratique nationale et à soutenir la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. Puisqu'il s'agit de conforter davantage la puissance publique et de renforcer l'autorité de l'État d'une part et de restaurer la confiance entre l'État et la population d'autre part, par une bonne gouvernance basée sur des principes d'équité, d'égalité et de justice. Au terme de cette journée riche en échanges, je renouvelle une fois de plus mes très vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations à Madame le médiateur de la République ainsi qu'à ses collaborateurs. Je vous donne l'assurance que les recommandations issues des travaux de cette session de l'EID seront traitées dans la limite des moyens et des ressources disponibles avec diligence par le gouvernement. Les travaux de la 26e édition de l'EID ont été dirigés par un jury d'honneur composé exclusivement de Maliens. On en vient à l'invité de ce 20h Week-end. Nous recevons ce soir Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, encore une fois, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Nous venons d'abord de suivre tout à l'heure la cérémonie de clôture de l'EID. Un commentaire sur cet exercice démocratique assez inédit quand même. Hein? Inédit, une activité qui alors se poursuit sans désemparer depuis maintenant 26 ans. Et je crois que le Mali a donné l'exemple au monde de cet exercice démocratie directe où les citoyens lambda interpellent le gouvernement sur justement des attentes non comblées et qui sont souvent tranchées sur le siège, répondu comme vous l'avez vu en direct à la télé. Et je pense que c'est un bel exercice à consolider. Vous êtes avec nous surtout pour parler des Assises nationales de la refondation. C'était du 11 au 30 décembre 2021, donc un an. À l'époque, les plus sceptiques disaient que c'était un forum de plus, monsieur le ministre. Alors, un an après, vous leur dites quoi aujourd'hui? Ça valait la peine, ça en valait la peine? Oui, c'est tout le défi, tout le challenge. Et je pense que le Mali a besoin de renouveau et nous devrons aller vers ce renouveau de façon courageuse. Et dans les tiroirs où vous y travaillez? Et là, pas du tout. C'est loin d'être dans les tiroirs et je pense que le devoir de redevabilité que les autorités de la transition ont vis-à-vis du peuple malien est justement une instruction forte des autorités de la transition, des autorités de la transition. Et je salue l'action et le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et de toutes les autorités, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, le président du CNT et toutes les autres institutions qui sont à pied d'œuvre pour justement donner corps aux attentes du peuple. 11 décembre 2021, démarrait un processus, certainement avec beaucoup de scepticisme pour certains, mais nous étions convaincus que c'était le moyen de redonner la parole au peuple pour que le peuple réactualise ses besoins, redéfinisse ses attentes et va justement à la mise en œuvre. Alors, ce que nous avons fait au niveau du gouvernement, dès que nous avons disposé du rapport final des assises, au sortir de ces assises, donc sous le coup d'ailleurs des sanctions totales de nos organisations CEDEAO et UEMOA, nous avons justement dit qu'il faut justement continuer. Et ce rapport final a été travaillé pour être transformé en outil de travail qu'on a appelé le cadre stratégique de la refondation de l'État, qui répond point par point, sans dénaturation, les recommandations des assises, donc transformées en action de travail gouvernemental. Justement, 517 résolutions fortes issues de ces assises qui avaient quand même mobilisé 1600 participants à travers le pays et même au sein de la... C'est à la phase nationale. Oui, ok. Alors, monsieur le ministre, à ce jour, où est-ce que vous en êtes concrètement dans l'application de ces différentes résolutions? Alors, si vous me permettez justement
de revenir sur justement ce cadre stratégique de la refondation qui est en fait l'outil gouvernemental de travail qui va mettre en œuvre la totalité de ces recommandations, point par point. Il y en a qui pourront être mises en œuvre pendant la période de transition, mais il y en a qui se poursuivront au-delà. Mais de façon méthodique, il fallait le faire. Et cet outil de travail a permis justement de définir une vision d'abord, la vision du Mali nouveau, qui est un Mali bien gouverné, sécurisé, stable, mais aussi qui est soucieux du développement durable et de la préservation des droits humains et des valeurs socio-culturelles. C'est cela le Mali nouveau, et 5 axes stratégiques ont été dégagés et qui couvrent l'ensemble des domaines, l'ensemble des 13 thématiques qui ont été traitées au cours des Assises nationales de la refondation, qui, je dis, c'est le jour anniversaire du démarrage aujourd'hui, 11 décembre, qui ont commencé dans les communes, les cercles, les régions, les pays de résidence des Maliens de l'extérieur. C'est le lieu pour moi de saluer justement l'ensemble du peuple malien. Les forces vives, l'administration étatique, dans les régions, dans les communes, mais aussi au niveau national, mais également les légitimités traditionnelles, la société civile, les partis et regroupements politiques, les syndicats, et toutes ces forces vives, les femmes, les jeunes et les opérateurs économiques, donc le secteur privé, tout s'y est donné à cœur pour justement redéfinir le Mali de la refondation que nous voulons. Alors, maintenant cet outil assorti d'un plan d'action, un plan d'action qui couvre les 517 recommandations, et de ce plan d'action, nous avons, en tant qu'autorité de la transition, extrait des actions prioritaires au nombre de 55 qui vont être mises en œuvre entièrement pendant la période de transition restant, donc jusqu'à mars 2024. On ne va pas citer les 55 recommandations. Non, pas. Mais Monsieur le ministre, très concrètement, pour aujourd'hui expliquer à ceux qui nous suivent, qu'est-ce qui a été fait concrètement et clairement? Qu'est-ce qui a été fait et qu'on touche du doigt, et que les assises ont énoncé comme recommandations et attentes, c'est la relecture de la loi électorale et la création de l'organe unique de gestion des élections. C'est acté aujourd'hui et l'EG est installé, je pense, a pris à bras le corps le processus électoral pour justement organiser les élections générales à venir. C'est déjà du concret. Ce qui est, ça me vient à l'esprit, c'est par exemple l'institution du service national des jeunes pour toutes les nouvelles recrues de la fonction publique. C'est quelque chose, c'est une réalité que nous touchons du doigt pour modeler le nouveau citoyen qui va justement conduire les affaires publiques. Ça, c'est déjà une réalité. La militarisation de la police et de la protection civile, ce sont des réalités. Le réarmement moral de nos forces de défense et de sécurité et leur équipement et leur remontée en force au front. C'est une réalité et c'est une recommandation phare des Assises nationales de la justement, l'affirmation de notre souveraineté et la redéfinition de notre carte diplomatique. Le choix de nos partenaires. Et aujourd'hui, c'est 3 principes que le président de la transition a énoncés. C'est que tout ce qui va être fait au nom du Mali et pour le Mali, c'est en considération de la préservation de la souveraineté du Mali, et justement du respect des choix stratégiques du Mali et des choix de partenariat, mais aussi de la défense des intérêts vitaux du Mali. Aujourd'hui, c'est acté. Ça nous vaut tous les volets de voie de vert, selon venant de ceux qui ne voudraient pas qu'on avance. Mais aujourd'hui, nous sommes campés sur nos positions et je pense que nous avançons. Nous savons qu'il y a également dans la confiance du nous peuple. Savons qu'il y a un processus également de rédaction de la nouvelle constitution qui est en cours. Il y a beaucoup d'actions qui sont aujourd'hui en cours. Quels sont les aspects qui sont pris en compte dans cet avant-projet de la nouvelle constitution? L'avant-projet de nouvelle constitution a été remis au président par la commission de rédaction. Mais d'ores déjà, cet avant-projet prend en charge une bonne vingtaine de recommandations des Assises nationales de la refondation. Entre autres, tout ce qui concerne la réforme constitutionnelle, comme la création d'une seconde chambre, mais aussi conserver le caractère républicain, laïque, unitaire de notre État, c'est pris en charge, mais également la clarification des rapports entre les institutions, la rationalisation du nombre d'institutions, tout cela est pris en charge justement dans la nouvelle
conscients, mais il y a beaucoup d'autres. Maintenant, c'est en cours, c'est au référendum que justement ces actions vont être considérées comme totalement réalisées, et ce référendum est aujourd'hui planifié pour être tenu en début d'année prochaine. C'est cela qui est en cours, et beaucoup d'autres actions. L'enrôlement biométrique des fonctionnaires de l'État et des collectivités, c'est aujourd'hui quelque chose qui est en cours. C'est acté, c'est décidé et c'est palpable. Et c'est ce que les assises ont recommandé. La dépolitisation de l'administration, les études sont en cours et le résultat va être mis en œuvre, comme la rationalisation des structures administratives également. Mais une plus grande lutte contre la corruption. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est affirmé, il y a des réformes judiciaires tous azimuts qui sont aujourd'hui en cours. Et je crois que c'est cela, le devoir de redevabilité. Ce qui est en cours, c'est qu'il y a eu, immédiatement après la production du rapport final des assises, le cadre stratégique de la réforme. Mais on ne s'est pas limité en si bon chemin. On est allé à la restitution aux forces vives maliennes sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les régions. Il y a également un comité de suivi qui est mis en place. J'en viens qu'il y ait une initiative propre, justement, du gouvernement pour dire, oui, le président de la transition a dit, nous mettrons en œuvre cela, mais je mets en mission des personnalités suffisamment indépendantes, mais suffisamment expertes aussi, pour suivre le gouvernement dans la mise en œuvre fidèle des recommandations des assises. Et le CNCR-ANR a été créé, donc le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation, qui est aujourd'hui à pied d'œuvre. Et d'ailleurs, cette émission participe de la collaboration entre le CNCR-ANR et le gouvernement pour justement satisfaire à ces devoirs de redevabilité. Et au cours de ces 3 semaines commémoratives des assises nationales de la refondation, du 11 au 30 décembre, il y aura des activités que nous mènerons au niveau gouvernemental, mais aussi, je crois, le CNCR-ANR a envisagé aussi justement des restitutions, des mises au point, des rapports sur ce que le gouvernement est en train de faire. Une toute dernière question, en termes de perspective, que comptez-vous réaliser en priorité au bout de l'an 2 des ANR? Déjà, la nouvelle constitution, qui va induire aussi d'autres réformes, parce que c'est la période des réformes, d'autres réformes politiques, institutionnelles, administratives. Ça touche par exemple à la charte des partis politiques, parce que les assises ont recommandé la rationalisation du nombre de partis politiques, mais aussi la lutte contre le nomadisme politique et tout ce qui va avec. Donc, et il y a aussi beaucoup d'autres, comme le chemin de fer qui doit démarrer, un certain nombre de travaux, d'infrastructures. Il y a aussi des initiatives comme la création d'unités industrielles de transformation du coton. Je pense que le projet est déjà allé. Mais il y a aussi la création d'une société nationale minière qui va justement désormais régenter le secteur pour que l'or brille pour les Maliens. Merci. Le temps est certainement court, mais nous aurons des occasions pour justement revenir sur tout cela. Merci. Mais je pense que le peuple malien touche du doigt ce qui est en train d'être fait au titre des assises nationales de la refondation. Ce n'est pas dans le tiroir, au contraire, c'est vivant et nous y travaillons allègrement. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le ministre, on aura d'autres créneaux pour mieux décortiquer en tout cas ce qui a été fait dans la mise en œuvre des recommandations de ces ANR. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, et je rends hommage au peuple malien qui a cru au changement et qui s'y adonne. Encore une fois, merci beaucoup. Le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution en débat, c'est avec des anciens de l'École nationale d'administration, promotion Oumar Ba, qui partagent également leurs expériences avec des étudiants de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Les détails, c'est avec Boubacar Kanouté. Les étudiants de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à l'école des aînés pour mieux appréhender les contours de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Un cadre d'échange de 3 heures au cours duquel aucune question n'a été occultée. Une initiative des membres de la promotion Oumar Ba de l'école nationale d'administration ENA qui regroupe à son sein des magistrats, huissiers de justice, notaires, chefs d'entreprise, etc. Nous avons souhaité que les membres de notre association, qui sont majoritairement des anciens étudiants de l'ENA, l'école nationale d'administration, qui sont donc aujourd'hui des cadres, des responsables de ces pays, viennent partager leur expérience avec les jeunes, les étudiants, pour qu'ils puissent avoir l'occasion de mieux leur expliquer les enjeux du pays
de savoir les préoccupations qu'ils ont et que ça puisse leur permettre d'être des citoyens mieux éclairés, mieux édifiés et plus impliqués dans les affaires de la cité. Les étudiants et le corps professoral saluent cette initiative qui promeut l'excellence et jette les bases d'un partenariat fécond. J'ai appris assez de choses sur la Constitution. J'ai appris qu'il y avait certains droits humains qui vont désormais être constitutionnalisés. J'ai aussi appris que la nouvelle Constitution avait pour but de donner plus de pouvoir à la population pour pouvoir intervenir un peu plus dans l'organisation de notre société parce que, comme on le dit, dans la démocratie, c'est la population qui a le pouvoir, c'est le peuple. Et le peuple, pour une fois, va avoir plus de champs d'action dans le développement du pays. Juriste expérimenté que vous êtes, messieurs les membres de la promotion Oumar Ba, notre collaboration qui commence par cette conférence va à coup sûr renforcer notre expertise dans le domaine du droit en commençant par avoir des idées claires sur l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Les deux parties s'engagent à se retrouver dans un bref délai pour des exercices similaires, toujours au bénéfice des étudiants. La prise en compte de l'accès de l'eau potable et à l'hygiène dans la nouvelle constitution, sujet également au centre d'une rencontre initiée par la coalition nationale de la campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement. Les partenaires du secteur et certains membres du CNT prennent part à la rencontre. Batraoré. Au Mali, malgré les efforts des pouvoirs publics, la majorité de la population n'a toujours pas accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. La complexité de la situation conduit la CNCIPA, Coalition nationale de la campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement, à l'organisation d'une rencontre de plaidoyer sur la question. Nous souhaitons que l'eau et l'assainissement, l'hygiène et la nutrition soient une question fondamentale qui doit figurer dans l'avant-projet de notre constitution. La question elle est essentielle et vitale pour notre pays. Pour Foussine Traoré, le représentant des partenaires de la coalition, cette lutte est pertinente et mérite des appuis. Ce qui nous motive aussi, c'est qu'il y a des données qui montrent aujourd'hui que rendre constitutionnel le droit à l'eau et l'assainissement est un enjeu majeur pour nous parce que cela impactera sur certainement la question de la programmation, sur la question du financement, la mobilisation des partenaires. Nous sommes en train de travailler sur cette thématique-là il y a un certain moment. Nous avons déjà vu que dans l'avant-projet de constitution, il y a déjà le droit à l'alimentation. Maintenant, il s'agit vraiment de demander aux plus hautes autorités qu'ils mettent le droit à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Ça, c'est la vie même, quoi. C'est le droit à la vie. Sans eau, sans hygiène, sans assainissement, vraiment, je pense que la vie même est menacée. La rencontre est suivie par les membres de la commission de refondation de l'État et doit permettre de formuler des recommandations en vue d'une prise en compte des préoccupations des populations. Je vous l'annonçais dans les titres, nous ouvrons ce soir une série de grands reportages sur la vie chère au Mali et dans le monde. Dans cette édition, focus sur les efforts de l'État dans l'approvisionnement, le suivi et le contrôle du marché face à la flambée des prix. À l'international, le gouvernement a pris certaines dispositions visant à soulager les consommateurs. Il s'agit notamment de la subvention du carburant et une baisse considérable des taxes sur les produits de première nécessité. Notre équipe de reportage dirigée par Tamsir Diabaté est allée à la rencontre des acteurs concernés, mais également dans certains marchés de la capitale malienne pour vous donner des moindres détails sur la situation du marché. Suivons. L'activité économique mondiale connaît un ralentissement général plus prononcé que prévu. L'inflation atteignant des niveaux jamais vus depuis des décennies. La cherté de la vie, les conditions budgétaires strictes dans la plupart des pays, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et l'impact continu de la Covid-19. Et l'embargo de la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali pèse lourd sur les perspectives économiques. Et face à ces défis du moment, le gouvernement du Mali a adopté une stratégie qui se veut inclusive et imminente. Nous avons appelé le Conseil national des prix
nous avons fixé les prix collégialement avec les opérateurs économiques, la société civile, et nous avons dit que nous allons administrer ces prix. D'où l'application de ces prix sur l'ensemble du territoire national. Cela passe par la réglementation, les subventions à la consommation, la surveillance du marché et le contrôle de l'approvisionnement. On a enlevé même la TVA sur les graines de coton, ce qui fait que les produits de l'élevage issus des huileries a été donné sans TVA. Et nous avons interdit l'exportation de ces produits. Pour atténuer la hausse des prix à la consommation, le gouvernement a réduit de 50% les droits d'importation sur 300 000 tonnes de riz, 60 000 tonnes de sucre, 30 000 tonnes d'huile alimentaire, soit l'équivalent de 2 mois et demi de consommation. L'État s'abstient également de percevoir de précieux droits et taxes dans les cordons douaniers afin de garantir l'accès des citoyens aux produits subventionnés. Entre la période de novembre 2021 et juin 2022, nous avons procédé à l'exonération pour que la population du Mali puisse avoir les produits de première nécessité à des prix abordables comparativement aux prix appliqués au niveau international. Par exemple, le riz a connu une augmentation de près de 53% à l'international. Mais au niveau national, nous n'avons augmenté le prix que de 1%. Et quand nous regardons tous ces prélèvements qui ont été revus à la baisse en termes d'impact pour l'État, ça fait à peu près 150 milliards de francs CFA uniquement au titre de l'année 2022. Et si nous prenons ces 150 milliards également, à l'intérieur, ce que l'État a laissé tomber pour le compte des produits pétroliers, ça fait à peu près 115 milliards de francs CFA. La stratégie développée par le gouvernement seul, le partenariat public-privé et grâce à une atmosphère de confiance entre l'État et le secteur privé, les transitaires et les chargeurs sont désormais formés sur les pertes occasionnées par les frais de stockage et les temps de stationnement. Avec la DNCC, à la date d'aujourd'hui, ils sont en train de former 200 personnes chez les transitaires. Le but recherché, c'est qu'on puisse approvisionner le marché moins cher. Le travail que vous devrez mettre 3 jours, 4 jours, en un clic, vous le faites en un seul jour, même moins d'1 heure de temps. Et cette formation, c'est la population qui en bénéficie. Parce que plus on puisse traiter les opérations rapidement, plus ça fait moins de charges sur la marchandise. Aujourd'hui, le Mali ne souffre pas de problème d'approvisionnement en matière de transport. Les vivres sont distribués, que ce soit au nord, au sud, de l'est, à l'ouest, malgré même la difficulté d'approvisionnement au nord, les transporteurs continuent d'aller avec les camions. Il faut souligner qu'une des plus grandes difficultés aujourd'hui est la fluctuation du système monétaire international avec l'instabilité des taux de change. Une situation dans laquelle le gouvernement et les professionnels de banque s'accordent pour trouver une meilleure formule. Le gouvernement a pris la mesure de la situation. Il y a une réunion qui a été organisée par le Premier ministre où il a invité vraiment le président de tous les groupements professionnels. L'objectif, c'était de mettre en place un cadre de concertation public-privé pour pouvoir aider et les opérateurs et les banques pour approvisionner notre marché à moindre coût. La question qui nous taraude est donc, qu'est-ce que les Maliens devraient comprendre de cette conjoncture mondiale? C'est le monde entier qui est envahi aujourd'hui. Personne ne peut faire autrement. C'est une crise mondiale qui est installée. Et le Mali ne saurait soustraire à cela. Aujourd'hui, le prix de vente au Mali des marchandises, souvent, à l'extérieur, ce prix n'atteint même pas le prix de l'achat de la marchandise. Il y a une nouvelle mutation tout simplement économique que les gens doivent accepter. Aujourd'hui, on ne peut plus transporter 1 kilo de riz comme s'il y a 5 ans ou 10 ans. Ça ne serait pas, mais ce n'est pas possible. Ça, il faut qu'on l'accepte. C'est une crise mondiale. Ce n'est pas une crise spécifique au Mali. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Maliens doivent être rassurés. Ils doivent être rassurés dans le cadre où, aujourd'hui, le gouvernement a décidé de prendre les taureaux par les cornes. Au niveau opérationnel, la Direction générale du commerce et de la concurrence surveille et contrôle le marché. Et tout cela a aidé à lutter contre les imperfections du marché. Au niveau de Bamako et dans l'ensemble des capitales régionales du pays, on dépêche 4 équipes sur le terrain. La première équipe
est positionné au niveau des magasins, dans les entrepôts des importateurs pour suivre les opérations de vente. Les demi-grossistes qui passent s'approvisionner sont suivis par une autre équipe. En amont, on reçoit les dénonciations pour cas de non-respect des prix. Des lettres d'investigation sont envoyées aux signataires de cahiers de charges pour voir l'effectivité des engagements pris. Alors, nous voilà dans le grand marché de Bamako. À première vue, oui, le marché est bien approvisionné. Des importateurs aux grossistes, des demi-grossistes aux détaillants, tous reçoivent une gamme complète des produits de première nécessité. DGCC mɔgɔw yɛrɛ olu yɛrɛ wulikajɔ caman kɛ a kɛra sababu ye a ye nɔgɔya caman don an ka baaraw kɔnɔ quoi semence minnu kɛra a kɛra sababu ye commerçant caman fana sera ka taa i kɔnfa minɛnw na ka na ni jamana ka wulikajɔ kun tɛ mɔgɔ si kun tɛ se ka minɛn san ka na feere prix min b'an bolo yen bi. denmisɛn bɛna sugu la don min na a y'a sɔrɔ sukaro prix sera 7,5 ani 500 la anw ka bi anw bɛ se k'a feere 6,00 ni 500. On a sauté deux chaînes, c'est-à-dire des prix grossistes et demi-grossistes. On donne directement, souvent aux détaillants, souvent aux demi-grossistes, à 30 000 francs, pour qu'ils puissent amener les cycles à un prix abordable, quoi. Le gouvernement a diminué son droit de 50%. Donc on a signé les cahiers de charges pour une quantité, on est en train de vendre ces quantités-là. Mamadou Konaté est un commerçant qui vient chercher des marchandises chez l'importateur le judiciaire. L'un des importateurs qui bénéficie des subventions de l'État sur le sucre. Des tonnes. Ici, les agents de la DGCC sont déployés pour surveiller et contrôler la bonne distribution du sucre subventionné. À chaque achat, la brigade de la DGCC scanne la facture pour l'envoyer dans une base de données qui devra permettre de savoir qui a acheté le sucre subventionné, où et à combien. Honnêtement, j'ai eu le sucre à 30 000, le sac. La vie est un peu chère. Tout n'est pas rose maintenant, tellement... Nous sommes là et si on a trouvé le sucre à 30 000, on peut redonner aux revendeurs à 30 500. Et une fois le suivi et contrôle terminé, place à la livraison des produits. L'impact des efforts du gouvernement dans l'approvisionnement du marché est incontestablement reconnu par les acteurs concernés, y compris la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali. Je rappelle que cette année est une année exceptionnelle où l'État a déployé des efforts importants pour accompagner le processus de ravitaillement et celui de la distribution. Nous saluons à ce niveau la volonté politique affichée par les pouvoirs publics. Il s'avère donc que la résilience du Mali jusqu'ici, c'est aussi dû à une politique économique réfléchie avec une stratégie d'intervention multiforme de l'État face aux défis de l'heure. C'était le grand format de la rédaction signé Tamsir Diabati et à suivre donc la suite de cette série de grands reportages de la rédaction. Demain, subvention de l'État sur le carburant, ce sera avec Al-Husseini Touré. L'Agence pour la promotion des exportations du Mali, APEX, a célébré célèbre les entreprises maliennes évoluant dans l'export. C'est à la faveur de la première nuit de l'exportateur. Des distinctions sont remises à plusieurs exportateurs pour leur performance. Et c'est la CMDT qui est classée première avec 316 tonnes de coton fibre exportées cette année. Reportage Fousseni Tunkara. Des applaudissements mérités à l'honneur de ces exportateurs désignés comme meilleurs dans le secteur. Les distinctions offertes par l'Agence malienne pour la promotion des exportations du Mali APEX. L'initiative est à sa première édition. Elle est partie d'un certain constat. Le développement des exportations du Mali fait face encore à de multiples défis, bien notamment avec la capacité des entreprises à exporter. La nuit de l'exportateur du Mali vise à stimuler
le développement et la diversification des exportations en récompensant l'engagement, les réalisations exemplaires et le succès des exportateurs maliens. À ce point, nous sommes reconnaissants à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui, dans cette dynamique, promet de pérenniser cette initiative en instituant la journée nationale de l'exportation du Mali. Pour cette première édition de la Nuit des exportateurs, le prix Awards est revenu à la CMDT avec un record de 316 000 tonnes de coton fibre exportées cette année. Un sentiment de fierté d'avoir accompli en tout cas un devoir citoyen. Les résultats, bien entendu, tirent leur substance de la volonté politique. Que les plus hautes autorités en soient remerciées et félicitées. La culture et la promotion de l'excellence font partie des aspirations des autorités de la transition. Cette soirée doit marquer un nouveau départ dans les relations de travail et de partenariat entre l'Agence pour la promotion des exportations et le secteur privé, en l'occurrence les acteurs orientés vers l'export. À l'endroit des lauréats, le chef du département du commerce précise que ces consécrations doivent être des sources de motivation pour maintenir la barre au-dessus. De saisir cette opportunité pour adresser aux lauréats mes très vives et chaleureuses félicitations et surtout les inviter à redoubler davantage d'efforts afin de réduire substantiellement le déficit de notre balance commerciale. Ils n'ont plus le droit de reculer. En instaurant cette tenue du mérite dans son agenda, l'APEX est bien dans son rôle. La structure a été créée en 2011 dans le souci de transformer les énormes potentialités du Mali en atout pour le développement économique du pays. Tenue de la 5e édition de l'espace d'échange entre un entrepreneur chevronné et les jeunes qui veulent entreprendre en vue d'un partage d'expériences, une initiative du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest. L'invité de cette édition est Seydou Mamadou Koulibaly, PDG du Sira Holding. Reportage Boubacar Bablé-Touré. Le CEE Talk est un cadre d'échange qui regroupe les entrepreneurs en herbe et un modèle de réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat. Initié par le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, REAO, l'objectif est de permettre à ces jeunes de s'inspirer de l'expérience de ceux-là qui ont fait du chemin dans l'entrepreneuriat. Pour cette 5e édition, c'est le PDG de Sira Holding, un bureau d'études malien spécialisé dans le domaine des infrastructures, entre autres, qui est invité pour la circonstance. L'entrepreneuriat, c'est un moyen pour lutter efficacement contre les maux dont souffre notre jeunesse. Si on veut lutter efficacement contre le chômage, l'entrepreneuriat est une solution adaptée. Si on veut lutter contre le manque de perspectives, le manque de revenus, le manque d'espérance, l'entrepreneuriat constitue également un moyen privilégié. Et si on veut sortir notre jeunesse de l'oisiveté, si on veut la sortir de la précarité, l'entrepreneuriat reste un moyen très adapté. Le thème retenu pour cette édition est « Opportunités entrepreneuriales au Mali ». Enjeux et perspectives pour les jeunes. Déjà mon entreprise, ça m'a donné juste envie d'aller plus loin avec mes activités. De voir un monsieur qui a commencé avec 0 francs et qui est maintenant un géant dans son domaine, c'est vraiment très intéressant. C'est motivant en fait. On sait que la jeunesse, c'est là quand même l'avenir du pays. Nous essayons de partager nos expériences avec les jeunes en organisant ce type de forum où les questions sont libres, les sujets sont libres, ils peuvent exprimer leurs préoccupations, leurs interrogations. L'initiative est rendue possible grâce à l'appui et l'accompagnement des partenaires comme le PNUD, la Banque mondiale et la coopération danoise. Le grand chancelier des ordres nationaux du Mali informe les récipiendaires de la médaille d'officier de l'ordre national du Mali contingent 2022 que la cérémonie de remise de la dite médaille est initialement prévue pour le lundi 12 décembre 2022, demain donc à 10h. À la primature est repoussée à 12h pour cas de force majeure. La cérémonie de demain 12 décembre de 10h est repoussée donc à 12h pour cas de force majeure, précise ce communiqué du grand chancelier des ordres nationaux du Mali. La cérémonie est placée sous la présidence du Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. La présence de tous les récipiendaires est vivement attendue. Chaque récipiendaire pourra se faire accompagner de 2 personnes précises. Ce communiqué et la mise en place terminée
est annoncé pour 11h15. À Mopti, les FAMA récupèrent plusieurs centaines de têtes de bœufs aux terroristes. Ces bœufs ont été présentés aux autorités, occasion pour le chef secteur 4 de l'opération Maliko d'inviter la population à plus de collaboration avec les FAMA dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Idrissa Keïta. Les FAMA, au cours d'une opération spéciale à Kombakadaka dans la commune de Djaloubé, cercle de Mopti, ont saisi 505 têtes de bœufs aux mains des terroristes. Ces bœufs ont été enlevés aux villageois en guise de jakat. Les groupes armés terroristes sont aujourd'hui en perte de vitesse. Ils sont en perte de vitesse en ce sens que nous venons de porter un coup à l'une de leurs sources de financement qui est de prélever la zakat sur la population ou dans une certaine mesure même de voler les biens de la population. Ces bœufs acheminés à Soufourlaï par les forces armées maliennes ont été présentés aux autorités administratives de Mopti pour les remettre à leurs propriétaires dans les jours à venir. Les autorités ont à leur tour salué la prouesse des FAMA et réitéré leur confiance en elles dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. La direction régionale des productions et des industries animales qui est en charge de la gestion des fêtières, des éleveurs, des propriétaires de bétail. Donc nous allons mettre à leur disposition pour que cette structure-là prenne toutes les dispositions nécessaires afin que les vrais propriétaires soient retrouvés avec des identifiants bien notés. Ces actions d'éclat vont continuer quand on voit l'engagement des FAMA conformément aux directives opérationnelles du chef d'état-major régional des armées. Ça va être la 3e séance que nous faisons une telle saisie. Et le chef secteur 4 de l'opération Maliko d'inviter enfin ces hommes à la persévérance dans l'effort d'une part et la population à la veille citoyenne et à un changement de comportement d'autre part. À Kidal, remise d'un lot de postes récepteurs au chef des quartiers de la ville. L'initiative vise à mieux rapprocher les populations de leur outil de développement, à savoir la station régionale de Kidal. La radio œuvre à promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Idrissa Djibril Maïga. La remise des postes récepteurs au chef des quartiers de Kidal est un acte fort qui détermine l'engagement de la direction générale de l'ORTEM, dont les efforts sont salués à plus d'un titre. Lors de notre entretien, effectivement, à l'arrivée du DG ici, et l'une des très bonnes nouvelles qu'il a portées à notre connaissance, c'est effectivement l'effectivité de la réouverture de la station régionale de l'ORTM à Kidal. Parce qu'on se réjouit vraiment de cette annonce au moment où cela se disait. Et aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, je suis vraiment comblé de satisfaction parce qu'après la parole, c'est l'acte qui a suivi. Et c'est là, si ce n'était les efforts déployés par son représentant ici, qui est le directeur de l'ORTM, ça allait encore prendre un peu de temps. Mais grâce à Guy et grâce aux efforts des uns et des autres cumulés, nous voilà aujourd'hui devant cette station régionale qui est réouverte dans une région qui a vraiment besoin de ça. Nous saluons les auditeurs de la radio et la direction. Nous sommes heureux de son retour à Kidal car c'est un instrument de développement. Un adage dit, celui qui veut améliorer ta sauce peut le faire même avec de l'eau simple. C'est pour dire que le geste est modeste, mais combien de fois évocateur pour les bénéficiaires. À noter que la station régionale ORTM de Kidal a été réhabilitée et équipée par les hautes autorités de notre pays à hauteur de plus de 140 millions de francs CFA. Je rappelle que la station régionale de Kidal émet sur les 97.5 sur Kidal et environ ou dans toute la région. Les festivités des 150 ans de la Poste du Mali se sont achevées par une soirée dînatoire, soirée au cours de laquelle un nouveau produit de la Poste a été présenté. Reportage Mariam Kone.
La présentation de Poste Monnaie, une nouvelle application de transfert d'argent, a marqué la fin des festivités des 150 ans de la Poste du Mali. La soirée organisée à cet effet a été l'occasion pour les dirigeants de la Poste de donner plus d'informations sur le nouveau produit qu'ils s'apprêtent à lancer. C'est un produit de transfert d'argent qui va permettre à nos concitoyens non seulement de faire des transferts sur le plan domestique, mais aussi de faire des transferts à l'international dans plus de 100 pays. Et au-delà de ça, c'est un produit qui va permettre de faciliter le quotidien de nos concitoyens. Par exemple, leur faciliter les paiements chez des marchands, leur permettre de payer des factures avec ce produit-là. Mais au-delà de pouvoir même faire des transferts entre différents portefeuilles électroniques qui existent sur le marché, mais aussi entre des comptes bancaires et notre portefeuille électronique. Donc c'est un produit qui sera là réellement pour faciliter le quotidien des Maliens et consolider naturellement des emplois. Le régulateur du secteur encourage cette innovation pour la modernisation de la Poste et salue l'initiative. Nous saluons l'événement encore une nouvelle fois et tous les efforts consentis ou à développer pour son effectivité. Toutefois, nous recommandons en tant que régulateur que son lancement soit précédé de toutes les précautions d'usage et le respect de toutes les dispositions réglementaires appropriées, ce qui est un facteur très important. Quant au produit lui-même, nous veillerons à ce qu'il soit accessible aux Maliens, surtout les plus démunis ou les plus éloignés. Les autorités maliennes suivent avec attention les nouvelles orientations de la Poste. Cette célébration des 150 ans doit permettre également à notre poste de mettre en œuvre des alternatives nouvelles, susceptibles de favoriser les attentes de nos populations toujours croissantes. Les responsables de la Poste disent ne pas s'arrêter en si bon chemin. Ils envisagent d'autres initiatives pour le renouveau du service postal. Ouverture à la Maison des Aînés des journées dites communautaires, c'est un cadre d'échange et de partage d'expériences avec les acteurs communautaires. Ils sont engagés dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Bokari Koulibaly. Les acteurs communautaires célèbrent pour la 17e année consécutive la journée qui leur est dédiée. Il s'agit d'une initiative dénommée Journée communautaire célébrée par Arcade Santé Plus. Les cadres visent un échange avec les communautés afin de leur doter de moyens de riposte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. En raison de ces journées initiées par Arcade Santé Plus depuis 2005, nous préconisons l'échange et la valorisation du rôle des acteurs communautaires dans la riposte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et les maladies émergentes. Cette assise donne l'occasion aux parrains et à la représentante communautaire de magnifier l'importance de cette initiative. Ces cadres de rencontres doivent être institutionnalisés et le Haut Conseil s'engage réellement à accompagner l'Arcade-Sida afin que cela soit. Le respect de la promotion des droits humains des personnes vivant avec le VIH, en l'occurrence leur droit à la santé et aux services liés au VIH, nous interpelle tous et nécessite une attention particulière. Permettez-moi de remercier Arcade Santé Plus, notre partenaire de longue date et de tous les jours, pour leur soutien et accompagnement qui n'a jamais fait défaut. Car nous avons été formés par eux, raison pour laquelle nous jouons un rôle important et de complémentarité auprès des prestataires de santé. Ainsi, du 7 au 9 décembre, ces participants venus de tout le Mali verront également leurs capacités renforcées dans les domaines de violence basées sur le genre, la gestion financière, mais aussi les droits humains. Le sport avec Siragatou Sissé qui vient de me rejoindre en plateau. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Ibrahim Traoré. Coupe du Monde Qatar 2022, les demi-finales sont dans toutes les têtes comme on le dit. Mardi, l'Argentine croisera la Croatie. Oui, ce sera la troisième fois que ces deux équipes vont s'expliquer en Coupe du Monde pour une victoire de chaque côté. Ce mardi à 19h temps universel sur RTM 1. Dans ce match à fort enjeu, une équipe laissera des plumes. Les Argentins vont disputer leur 6e demi-finale. Quant aux Croates, c'est la 3e demi-finale. Qui de Lionel Messi ou de Luka Modric
triomphera au coup de sifflet final. Et mercredi, c'est la France, tenante du titre, qui a rendez-vous avec le Maroc. Ah oui, cette affiche cristallise toutes les attentions. Le Maroc, ambassadeur du continent, se mesurera à la France tenante du titre. Les Français goûteront à leur 7e demi-finale, tandis que les Marocains joueront leur première demi-finale de l'histoire. France-Maroc, un duel entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, coéquipiers au Paris Saint-Germain et amis dans la vie. Ces deux équipes vont se rencontrer pour la 6e fois. Se sont rencontrés 6 fois, mais toutes en amical. Alors, France-Maroc, ce mercredi à 19h sur Ortem 1. Alors, championnat national de Ligue 1 fait ce soir de la 6e journée. Oui, au stade Mamadou Konaté, El Seba s'offre une victoire précieuse de 2-1 sur Yélé Olympique. Au stade Modibo Keïta, l'AS Police et l'AS Black Stars de Badalabougou se neutralisent 0-0. L'USFAS et l'équipe des 11 créateurs font jeu égal, un but partout. Après 6 journées, le Djoliba se partage le fauteuil de leader 14 points avec l'AS Real. L'AS Bakardian de Barawili 3e 13 points et l'Union Sportive de Bougouni 4e 12 points suivent la cadence. Terminons avec du foot féminin. Le coup d'envoi de la saison fédérale 2022-2023 a été donné cette semaine. Sans surprise, les favoris ont répondu présent. Oui, l'AS Mandé, championne en titre, démarre en fanfare face à Badeya de Mopti, 7-0. Les Super Lions de Hamdallah en déplacement à Caille corrige les Tigresses 5-0. Quant aux deux équipes promues, l'Entente sportive Sirakoro Megatana de Koulikoro et l'AS Soudou-Baba de Mopti ont chuté d'entrée, respectivement face aux Amazones de la commune 5, 8-3 et à l'USFAS 6-1. Cette saison, 12 clubs sont engagés dans ce championnat national de foot féminin. Merci beaucoup, Seragatou Sissé. Chronique culture et société, Alpha Maïga nous amène ce soir dans le Djitoumou. Je ne vous en dis pas plus. Reportage. Le rayonnement culturel de Djitoumou est à la dimension de ses potentialités culturelles. Djitoumou, c'est une agglomération où les descendants de Kouloumpia et de Goulo ont séjourné. Dans un premier temps, les Samaké viennent d'Assouan. D'Assouan, ils sont venus à Tombouctou. De là-bas, ils ont passé par Guinée. Ensuite, ils sont venus à Toron en Guinée. De la Guinée, ils sont venus à Woulé-Chebou. C'est ce qu'on appelle, par le passé, on passait à Wouressi. Ils sont venus à Djitoumou. En ce moment, il y avait beaucoup d'eau. Djitoumou, c'est une agglomération où il y avait beaucoup d'eau. Aujourd'hui, le Djitoumou regorge des sites culturels, naturels, assez impressionnants. Au nombre de ces sites, nous avons des espaces naturels comme la forêt de Bomboya, le camp de Samouri Touré pendant le siège de la ville de Sikasso. L'espace géographique du Djitoumou englobe les agglomérations autour de Wélé-Sébougou. Fort de ses atouts socio-économiques, le site donne un rayonnement culturel au niveau national et international. Chaque année, on organise une cérémonie à la mémoire de Djitoumoussa Bala Sabali Bala Koumbali. Ces cérémonies rituelles-là, on fait des bénédictions pour les ressortissants, tous ceux qui viennent d'ailleurs. Djitoumoussa, son oncle, c'est Nongo Frokro de Kouloukani. Donc c'est son oncle. Donc à chaque cérémonie, on invite les ressortissants du Nongo, parce que ce sont nos oncles, ils viennent participer aussi à la cérémonie traditionnelle. Djitoumou est un terroir plein de potentialités culturelles inexploitées qui méritent d'être connues à travers le monde. Parmi ces potentialités culturelles, il y a l'histoire de Djitoumou Bala, les connaissances sur la géomancie, les rituels de la circoncision et l'initiation au Maya des Bambara. La géomancie qui est appliquée par Djitoumoussa, c'est le Kaladjan. Que Djitoumoussa travaille avec ça. Et c'est des choses qui donnent des informations à court, long et moyen terme. Ça peut donner l'information sur l'évolution de la collectivité, les difficultés futures que les populations vont avoir dans l'avenir et la solution. Parce qu'ils font des prédictions, ils demandent à la population par exemple de sacrifier un bœuf ou bien un mouton
c'est pour protéger la population. Un festival culturel du Djoutoumou s'emploie à porter loin cette flamme culturelle. Une manifestation artistique culturelle à travers laquelle on retrouve que Djoutoumou a une richesse culturelle inestimable. C'est une attraction parce que ça mobilise le folklore et également tout ce qu'on connaît comme pratiques traditionnelles au niveau de ces différentes localités. Et sans oublier également la gastronomie qui incite plus d'un à visiter les Djoutoumou. Djoutoumou est un terroir de rencontres et d'échanges des connaissances africaines. Depuis cette date se perpétue d'année en année un vecteur de promotion et de conservation de la culture locale tout en favorisant le développement socio-économique du terroir. Djoutoumou est situé dans la circonscription de Wélé-Sébougou, érigée en cercle dans la nouvelle et 15e région Bougouni. De la musique à présent avec le prince de la Kora, Sidiki Diabaté, de retour au pays après une tournée internationale bien accomplie. Pour marquer ce retour, il décide d'organiser une série de concerts en guise de reconnaissance et de cadeaux de fin d'année à ses fans. Et le temps a été donné vendredi soir dans le jardin de l'hôtel de l'Amitié, Ibrahim Kaoukonaté et Moussa Togo. À peine retrouvé les siens, Sidiki Diabaté, l'artiste international, décide d'offrir 2 spectacles haut de gamme à tous ceux qui lui ont toujours soutenu dans sa carrière musicale. Moi, je pense que ce concert rentre dans le cadre d'un remerciement envers mes fans qui m'ont toujours soutenu et de leur souhaiter bonne année pour cette année qui arrive bientôt et leur dire que je suis toujours leur Sidiki Diabaté, leur petit griot, leur petit frère, leur grand frère, leur artiste préféré, Sidiki Diabaté et Diabaté. Faire la fête parce que ça apaise. Le Malien a trop souffert. Le Malien a besoin d'être apaisé. Je suis là pour les apaiser et je suis là pour les faire plaisir. En tant que griot, en tant que digne fils de ce pays, en tant que le prince de la Kora, en tant que fils de Toumani Diabaté et descendant de feu Sidiki Diabaté. Il y a une tournée africaine qui doit se faire d'ici la Guinée, Sénégal, Gambie, etc., etc. Ce double concert est placé sous le signe de l'apaisement, de la paix, de la résilience et surtout de la reconnaissance. Sidiki est une fierté pour le Mali. S'il fait ça pour le Mali, donc c'est une bonne idée. La soirée était magnifique. Je suis très content de mon assistance. C'est quelqu'un, il a toujours montré que c'est la famille sa priorité, ses amis. Et je pense, comme on le dit en Bambara, Boyan Sara, oui, Boyan Masegine. Donc, au Kokele, c'est pourquoi on y va avec lui à fond. On est à fond et franchement, ça va. Ce spectacle époustouflant, très électrique, riche en lumière et son, n'a laissé personne indifférent. Il marque ainsi le coup d'envoi de cette série de concerts dédiés à ses fans. Sidiki Diabaté de retour donc au Mali et c'est ce qui met fin donc à cette édition. Ne manquez pas ce soir dans nos programmes questions d'actualité après l'émission Défense citoyenne. Il est question ce soir de la semaine dédiée à la protection sociale dans le cadre du mois de la santé et de la protection sociale. Question d'actualité, une animation de Bourema Kane Beka en langue Bamanakan. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Très bon début de semaine. Bonsoir.